Merci de votre présence ce soir sur le plateau de C'est à vous. Vous le rappelez dès le préambule de votre essai, vous êtes astrophysicien, vous n'êtes pas écologue. Mais si vous prenez la parole, c'est parce que vous sentez vos collègues climatologues et biologistes désespérés. Ils ne savent plus comment exprimer la gravité de la situation. Ils ne savent plus quoi faire pour être entendus. Vous savez, je crois que quand un humanitaire découvre un génocide ou un crime de guerre, il veut le faire savoir et il suppose que bien sûr l'action s'en suivra immédiatement parce que c'est inacceptable aux yeux de tous. Et je crois qu'on est un peu dans cette situation. Nous avons découvert que la vie sur Terre est aujourd'hui soumise à un stress qui risque de la faire péricliter. Nous le savons tous et pourtant rien ne se passe. C'est on ne peut plus désespérant. La situation est littéralement catastrophique. Moi je dirais que la cathédrale du vivant est en train de brûler. Mais celle-ci n'est pas seulement pluriséculaire, elle date de plusieurs millions d'années et on ne pourra pas la reconstruire. Ni en 10 ans, ni en 1000 ans, ni même en plusieurs millions d'années d'ailleurs, parce que quand bien même la nature reprendrait ses droits, les vivants et les espèces qui sont morts ne revivront pas. En philosophie, vous savez, on dit que la prescription n'est pas performative. Ça veut dire que le fait d'énoncer n'engendre pas l'action. Aujourd'hui, toute personne normalement cérébrée ne doute pas du problème majeur qui est en cours. Et je vais dans votre sens. C'est pas seulement le dérèglement climatique, c'est pas seulement ça. C'est aussi la perte des espaces de vie, c'est la nature qui est mutilée, c'est la vie qui est littéralement en train de s'effondrer sur Terre. En 40 ans, on a perdu presque 60% des populations d'animaux sauvages. C'est effectivement un peu la fin du monde qui est en train de se produire. Et c'est pas seulement une peur, hein, c'est un constat. On a déjà ce phénomène qui est à l'œuvre aujourd'hui. C'est pas une simple projection. Mais vous avez raison, absolument rien ne se passe. C'est un peu inquiétant et le déni est toujours plus simple que la prise de conscience et l'action qui s'ensuit. Je crois que là, on est en pleine dissonance cognitive. Pour l'instant, chez les plus riches d'entre nous, dans les pays les plus favorisés, ça se voit encore pas trop au quotidien. Parce que finalement, le fait que les oiseaux disparaissent, que les insectes disparaissent, ça c'est déjà vrai. Hein. Et même les espèces relativement banales sont en train de quitter nos campagnes. Mais on ne le voit pas bien au centre de Paris. Donc on n'est pas encore directement impacté. Mais un jour ou l'autre, on va devoir nécessairement y faire face. Est-il trop tard ? Mais ce trop tard ne veut strictement rien dire. Il est évidemment trop tard pour que rien ne se soit passé. Il y aura des catastrophes, c'est absolument certain et inévitable. Il n'en demeure pas moins que ça peut toujours être pire. Donc ça ne veut absolument rien dire de savoir s'il est trop tard. En plein milieu de la Seconde Guerre mondiale, on pourrait se dire qu'il y a déjà eu 20 millions de morts. Et alors ? Non, raison de plus pour tenter d'y mettre fin. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes dans une situation critique où il est tout à fait évident que les conséquences seront dramatiques. Il n'en demeure pas moins qu'entre plus 2,5 ou plus 6 degrés de réchauffement climatique en un siècle, ça change quand même tout. On ne peut pas continuer sur une trajectoire de croissance en termes d'utilisation des ressources naturelles. Donc ce n'est pas pour la décroissance possible. Ah mais c'est pas que je suis pour, c'est que c'est la seule solution, c'est un fait. Mais évidemment, en parallèle, on ne veut pas que les pauvres meurent de faim, on ne veut pas que les gens continuent à vivre dans la rue dans des conditions indécentes, y compris parfois en France. Alors comment on fait ? Il y a une seule solution qu'un enfant de 4 ans trouverait, c'est le partage. C'est la raison pour laquelle il ne peut pas y avoir de pensée écologique sans une pensée sociale qui est une pensée fondamentalement axée sur la mise en commun des ressources. Et ça, je dirais que c'est la seule chose qui soit un peu jubilatoire. Parce qu'on a tout à réinventer et peut-être que c'est l'écologie qui va incidemment nous amener à un véritable comportement socialement décent. Je ne suis personnellement pas du tout favorable à des mesures dictatoriales antinatalistes. Évidemment pas. Se reproduire, j'ai d'ailleurs moi-même des enfants, fait partie des fondamentaux du vivant. Il faut rester raisonnable. D'ailleurs, je crois qu'on pourrait impacter beaucoup moins l'environnement avec 12 milliards de personnes qui se comportent de façon décente qu'avec 7 milliards de personnes qui se comportent de façon totalement délirante, comme c'est le cas aujourd'hui. Néanmoins, sans aller jusqu'à interdire la natalité, ce qui serait en quelque sorte une négation de la vie en elle-même, nous ne sommes peut-être pas obligés de soutenir la natalité comme j'ai cru comprendre que le gouvernement s'apprêtait à le faire. Je crois qu'il faut peut-être effectivement être un peu raisonnable et inciter chacun à réfléchir tout en conservant cette liberté fondamentale, en particulier dans les pays les plus pauvres, où là, je crois qu'il ne faut pas reproduire le geste colonialiste. C'est presque la seule richesse qui leur reste de pouvoir faire des enfants. Jamais je ne me permettrai de leur dire « ce droit doit vous être retiré ». Personnellement, j'adorerais être dévoré par les vautours et redonner à la nature, finalement, ce que je lui ai emprunté durant toute ma vie. Néanmoins, c'est quand même un sujet sérieux, la fin du monde. Là, on est quand même un peu dans la blague. Je crois que ce qui est fondamental, c'est de revoir littéralement notre rapport à la nature, de comprendre que nous ne sommes
sommes pas en opposition, que la nature n'est pas une ressource que l'on peut exploiter, que nous sommes simplement une partie de celle-ci. Et ce qui nous sauvera, c'est pas ce genre d'anecdote ou c'est pas ces petits gestes comme ça qui sont éventuellement amusants, parfois même un peu poignants. Mais c'est pas ça. Il faut aller beaucoup plus loin que ça dans une révolution qui fait qu'on doit redéfinir littéralement ce que sont nos attentes et tout le système symbolique qui est associé à ça. Parce qu'aujourd'hui, les comportements prédateurs envers nos semblables et envers la nature en général sont plutôt mélioratifs. Et ça, je crois qu'il faut absolument le revoir et comprendre qu'un certain ascétisme, finalement, un ascétisme tendanciel, disons, est plutôt bienvenu et même plutôt sexy. Là, il ne faut pas donner des leçons. Moi, j'ai les moyens de manger bio, certains ne les ont pas. Et il faut faire très attention avec ces choses-là. Il faut rester décent. On peut vite être obscène, je crois, dans le fait de donner des leçons. Ce que je dis simplement, c'est que dès lors que nous aurons intégré qu'une bicyclette est potentiellement plus sexy qu'une voiture de sport, plus personne ne voudra de voiture de sport. Parce que finalement, avec ces objets-là, oui, on achète un peu le regard de l'autre. Et je crois qu'il faut que le regard de l'autre nous contraigne de façon douce. C'est pas dictatorial, au contraire. Mais nous contraigne de façon douce à comprendre qu'un peu de décence, d'harmonie et de respect, c'est peut-être plus souhaitable que la prédation qui nous a jusqu'alors caractérisés. Adrien Barraud, le plus grand défi de l'histoire de l'humanité face à la catastrophe écologique et sociale, puisque vous liez évidemment les deux, c'est à lire chez Michel Lafon. Merci beaucoup, vous restez avec nous.